avec les questions. Je vais continuer concernant les extraterrestres ou une intervention extraterrestre possible. Tu disais que l'extraterrestre idéal, finalement, pour la vision qu'on peut avoir, nous autres, là, ceux qui se conscientisent vers la mentalisation. Idéal, celui qui a les yeux bleus. Ouais. L'extraterrestre idéal, ce serait avec qui on doit faire affaire, c'est celui qui présentement il dort. Il dort pas nécessairement, mais... Il est en attente active. Même pas. Mais non, c'est encore pire. Oui. Oui, il est simplement ni en attente, ni en activité. Est-ce qu'il existe? On peut pas dire qu'il existe réellement. Mais il va exister. Il va exister au moment où il va devoir exister, c'est ça? Oui, ça sert à rien d'exister quand ça sert à rien d'exister. Alors effectivement, il va exister au moment où ça va être utile qu'il existe. Sommes-nous ces extraterrestres? Non. OK. Quelles sont les influences de la pyramide Kamika sur l'évolution des humains qui s'y rendent? L'influence de la pyramide sur l'évolution, c'est plus facile de dire l'influence sur l'involution que l'influence sur l'évolution. Alors l'influence sur... La meilleure façon de savoir quelle est l'influence de quelle que soit l'onde de forme ou quel que soit quoi que ce soit sur quelqu'un, c'est de demander aux gens qui y vont. Si toi tu y vas et que tu sais pas c'est quoi l'influence sur toi, vas-y plus. Sinon, c'est de l'influence sur l'évolution. Quelqu'un qui vient à une conférence du mois et qui n'est pas capable d'expliquer à quelqu'un c'est quoi l'influence sur son évolution, franchement, il est très omnibulé. Quelqu'un qui va quelque part, ça sert à rien. Bon, on pratique tel genre de technique, il faut au moins que tu saches à quoi ça sert. Sur l'évolution, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler de... À quoi sert ou quelle est l'influence de telle ou telle chose sur l'évolution d'un individu, si de toute façon l'individu qui lui va lui-même ne le sait pas. Mais l'individu peut penser que pour l'instant il ne sait pas, mais s'il continue, il va finir par le savoir. Toute forme d'onde de forme pyramidale n'a pas d'influence sur l'évolution. D'ailleurs, la pyramide ne fait pas évoluer, elle fait évoluer. C'est-à-dire qu'en réalité, elle te récupère à ce que tu étais pour après ça te geler là. Une pyramide, ça sert à momifier. Est-ce que ça a des bienfaits sur le côté... Sur la momification, ça a de très grands bienfaits. Sur le côté physique? Le côté physique de l'individu? Oui, ça va restaurer certaines choses, mais ça a un effet très négatif sur le côté astral, sur le côté des rêves, sur le côté des cauchemars, sur le côté moral, sur le côté psychologique, évidemment. Sur le corps physique, à la longue, ça a une incidence très mauvaise. Ça ralentit la vibration du corps vital, ça l'empêche... Premièrement, une pyramide, ça t'empêche totalement de muter. Parce que ça momifie, ça stabilise les choses telles qu'elles sont. Après ça, ça transforme l'énergie vitale pour les conserver comme elles étaient. Ça momifie. Alors, tu ne peux pas évoluer. On ne parle pas d'évolution réelle. Le dôme fait évoluer. Au pire, l'alliance entre la pyramide et le dôme, l'espèce de forme conique, va avoir une incidence particulière, mais la pyramide, c'est un silo. C'est un secteur d'onde de forme qui momifie. Alors, si on place des grains de blé dans un silo pyramidal, ils vont se conserver 2-3 000 ans, 2-3-4 000 ans. Si on met le corps d'une personne dedans, le corps va se conserver aussi. Ça momifie. Alors, on n'évolue pas sur une pyramide. Quelles sont les caractéristiques du dôme? Ou comment le dôme peut-il parvenir à avoir des bienfaits sur l'évolution? C'est que, pour faire un parallèle, pour qu'on comprenne c'est quoi l'onde de forme, de la façon dont c'est émis, c'est que l'onde de forme, c'est exactement comme un son musical. Alors, si tu joues de la harpe, c'est différent de jouer de la guitare heavy metal. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la forme, c'est-à-dire la structure. La musique émise par un dôme est totalement différente de la musique émise par une pyramide. C'est deux instruments de musique totalement différents, c'est-à-dire que c'est deux émetteurs d'ondes de forme totalement différents. En plus, il y a un foyer focal dans la pyramide qu'on ne retrouve pas dans le dôme. Le dôme, on peut être à peu près n'importe où pour on aura une incidence. Dans la pyramide, non. Il y a la chambre du roi qui est au foyer central de l'onde de forme pyramidale. Mais ça ne sert à rien de se faire une pyramide, se la mettre en haut de la tête, ou de coucher dedans, ou de camper dedans, ou de méditer dedans, ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce qu'on doit faire. La pyramide, on devrait s'en servir pour mettre des grains, des moineaux, des cochons, des chiens, quelque chose de même. Mais pas pour nous autres, pour les mettre dedans. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose avec un dôme?
Exactement ce qu'ils font avec une pyramide, mais le faire avec un dôme. Ça le met au-dessus de la tête. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ah, ben, ça va te relaxer. La seule chose qu'il y a, c'est que le dôme, la meilleure chose pour qu'il fonctionne, c'est que plus le dôme est grand, mieux c'est. Et le dôme a une influence. D'ailleurs, remarque bien. Le dôme a une influence sur l'onde de forme de celui qui la regarde. Non. Je te bande les yeux, je te fais rentrer dans une pyramide, puis après je te fais rentrer dans un dôme, puis tu vas savoir nécessairement que tu es dans deux trucs différents. C'est pas question de regarder. C'est que l'onde de forme, c'est dans le plus petit des résultats, c'est la lumière que l'on voit. Mais c'est une vibration. Toute est lumière, c'est-à-dire que ça émet un paquet de lumière que l'œil ne perçoit pas, que le corps vital perçoit, que les oreilles vont percevoir aussi, etc. Donc, l'être humain qui rentre dans un dôme a accès à une musique, donc à une structure énergétique. Qu'est-ce que c'est une onde de forme? Un dôme. Je prends un dôme, je prends ton verre. C'est un dôme. Bon. Ce dôme, il est à l'envers. Comme une maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement que toutes les énergies qui se promènent autour de lui sont absorbées par le dôme, prédigérées par le dôme, puis réémises à l'intérieur. La structure du dôme, la forme du dôme digère d'une façon différente, c'est-à-dire que toutes les vibrations ne se frappent pas de la même façon que dans une pyramide. La pyramide aussi, c'est une onde, c'est une forme plutôt, qui digère les ondes extérieures et qui les réémet selon ce qu'elle a digéré. L'être humain qui est à l'intérieur, lui, a accès à des ondes prédigérées, à un paquet d'ondes qu'il ne peut même pas se servir dans son corps physique s'ils ne sont pas prédigérés. Les arbres prédigèrent les ondes et les réémettent selon une forme particulière. Un paysage que tu trouves très esthétique est un paysage qui digère des ondes et les réémet d'une façon particulière que tu peux absorber. Les ondes de la pyramide, tu peux les absorber, mais elles sont négatives. Les ondes du dôme, tu peux les absorber et elles nourrissent le corps physique, elles sont constructives. C'est-à-dire, dans un dôme, toute ta structure vitale devient plus instable. Et dans une pyramide, toute ta structure vitale devient plus stable. Étant donné que dans une pyramide, toute ta structure vitale devient plus stable, la mutation est beaucoup plus difficile. Avant de changer les choses, ça demande énormément d'énergie. Dans un dôme, vu que ta structure vitale devient plus instable, ce sera beaucoup plus facile pour un guérisseur de te guérir. Étant donné que ta structure devient instable, la maladie devient instable aussi, puis on n'a qu'à replacer de l'énergie convenable dessus, puis elle se replace tout de suite. C'est instable. C'est évident qu'une maladie sera plus facilement atteignable dans un dôme. Tu peux facilement être malade dans un dôme si les conditions sanitaires ne sont pas convenables. Dans une pyramide, c'est plus compliqué. Tu peux vivre plus sale là-dedans. Bon. Le dôme, lui, te permet une évolution plus rapide et plus facile parce que ta structure vitale étant plus instable, toute forme de mutation qui doit être opérée au niveau de la structure vitale de ton code ADNique est plus facilement accessible. Au niveau de la pyramide, non. Et donc, on n'évolue pas dans une pyramide. On stagne ou on évolue dans une pyramide. Le vital est affecté, mais est-ce que le mental, lui aussi, est affecté à son tour? Le vital étant affecté, c'est lui qui maintient la structure atomique de ton corps physique, donc qui transforme le corps. Donc le cerveau, donc ton système endocrinien, donc ton système neuronique, c'est finalement tout au complet. Dans un dôme, c'est la paix, c'est la relaxation. Pourquoi? Parce que tout ce qui est intelligent a plus de facilité à replacer les choses. Dans une pyramide, c'est la mémoire qui replace les choses. Donc, dans le début, c'est plaisant, c'est sécurisant pour l'ego, ça va bien. Il y a des petites, c'est comme une lame de rasoir. Prends une lame de rasoir, place-la dans le foyer central d'une pyramide. Lentement, le peu de métal qui est resté après la lame dans son usure, le tranchant a été émoussé. Les atomes de fer ont été retroussés chaque bord de ta lame, parce qu'une lame qui est émoussée au microscope, on voit qu'il y a des aspérités dessus. Il manque du métal. Ce métal-là, tu ne le retrouveras pas. Mais la pyramide va être capable de reforcer les atomes de fer à se replacer comme ils étaient quelques heures ou quelques jours avant. Donc, tu retrouves le plan vital antérieur. C'est une évolution. Et par la suite, il le fixe là. Là, ça devient une stagnation. Dans un dôme, tu n'auras pas ça. Le tranchant de la lame ne se refera pas. Quand on vend les pyramides, on dit c'est génial, même que ça peut même affûter une lame de rasoir. C'est pas génial. Ça prouve qu'il ne faut pas qu'on aille en dessous. On peut y aller si on est tout de... Si on est mal. mal... bien évolué, là, tu peux te permettre une évolution, là, tu peux y aller. Ben, mais comment savoir? Parce que ça pourrait être utile d'avoir les deux. Tu vas te replacer dans la pyramide, puis un coup de replacer, ben, tu t'en vas dans le dôme pour t'élever. Oui, effectivement. Mais comment savoir à quel stade tu es rendu? Va dans le dôme tout de suite, puis va jaser avec quelqu'un qui est en santé, avec quelqu'un qui est correct, ça va avoir le même résultat. Tu n'as même pas besoin de savoir quand est-ce qu'il faut que tu sortes, quand est-ce qu'il faut que tu rentres. C'est encore beaucoup plus simple.
Et puis, est-ce que le fait que ça déstabilise, un coup, tu t'es stabilisé dans le dôme? La déstabilité, là, elle n'est pas Ouais, nucléaire. C'est-à-dire que tu ne partiras pas de pète en fumée à un moment donné. C'est une stabilité qui est très, 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 très bénigne. Plus bénigne que la stabilité de la pyramide. Et plus le dôme est gros, mieux c'est. Puis plus il y a d'énergie vitale, comme des plantes dans ton dôme, bref, si c'est une serre ou si c'est une volière, s'il y a des animaux, si c'est du gazon, s'il y a suffisamment d'humains avec lesquels tu es en très bonne harmonie, étant donné que cette instabilité qui est créée là fait qu'il y a une union plus facile entre toutes ces choses-là, donc il y a une restructuration vitalo-physique beaucoup plus grande. C'est absolument plaisant. Quand tu parles de l'onde de forme ou l'onde de forme du dôme, est-ce que les phénomènes ou les caractéristiques de ça, c'est les mêmes que l'onde de forme vestimentaire ou de l'humain? Identique, même chose. Le dôme gère d'une façon à rendre instable. L'onde de forme d'une personne ne rendra pas nécessairement instable. Une onde de forme particulière va faire en sorte que tu peux ouvrir une porte dans l'ego de quelqu'un, ce qui fait que ce que tu vas lui dire va mieux rentrer. Bon, une autre onde de forme va faire que tu vas ouvrir une porte dans l'ego de quelqu'un, ce que tu vas lui vendre, l'autre va mieux l'acheter, etc., etc., etc. L'onde de forme, c'est la même chose, sauf que l'onde de forme du dôme, elle rend plus instable l'énergie vitale, permettant une plus grande, une plus facile mutation, une plus facile restructuration de certaines choses. C'est mieux. Si on serait présentement ici dans un dôme pour faire la conférence et qu'il y aurait suffisamment de parties vitrées pour qu'on ait accès à l'énergie ionne de l'extérieur, en n'ayant pas accès au visuel des édifices de la ville de Montréal, et qu'en même temps, il y aurait une fontaine quelque part pour créer des ions négatifs, puis quelques plantes à l'intérieur de ça, toute la même conférence serait totalement différente. Ici, on est dans un onde de forme carrée qui est matérialiste, chapeauté par l'onde de forme du reste de l'hôtel qui reste quand même matérialiste. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est évident qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans un dôme dans le sens de conférence. Par contre, on ne peut pas faire une réunion d'affaires dans un dôme. On doit la faire dans une pièce qui va être octogonale. C'est la meilleure réunion. La meilleure réunion est minimum pentagonale, mais pentagonale, c'est la meilleure chose pour faire des stratégies militaires. Sinon, ce sera octagonal. Là, ce sera absolument génial pour des réunions d'affaires. 8 côtés. Pentagonale, 5 côtés. Mais c'est quoi la raison? C'est encore une question de transformation d'ondes? Toutes les structures réincarnationnelles se font sous forme d'ondes. C'est de l'énergie. Une onde de forme qui est pentagonale permet la digestion, la prédigestion d'immenses quantités d'énergie mémorielle réincarnationnelle de type militaire. Ce qui fait que les individus qui ont à prendre des décisions seront manipulés plus facilement par des égrégores militaires. Et quand ils sortent du phénomène pentagonal, nécessairement, ils sont libérés. Pourquoi? Parce que la mécanique réincarnationnelle reste assujettie à la forme. Prenons l'exemple du Pentagone américain. Et c'est là d'ailleurs que se discute la majorité des stratégies militaires ou des stratégies du contre-espionnage. Si on prend l'exemple d'une structure d'affaires octagonale à 8 côtés, eh bien, l'énergie de tout ce qui est réincarnationnel du point de vue affaires, ainsi que de l'événementiel astral, est prédigérée par la forme octagonale. Les individus qui sont là, ils ont donc accès plus facilement. Les réunions portent plus fruit. Et ça vient d'où, ça? Les 5 côtés, là, c'est parce que en mémoire, j'arrive pas à replacer dans le temps d'où c'est parti pour faire les références mémorielles aujourd'hui d'affaires dans les 5 côtés. Je vois pas l'influence que ça peut avoir. Simplement que dans l'Antiquité, lorsque l'être humain a été capable d'associer ses 4 membres avec sa tête, il est devenu le peuple le plus gagnant du point de vue des guerres. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, l'humain était toujours à la recherche. L'humain est toujours paresseux, donc lorsqu'on avait une tribu, par exemple, qui allait à la chasse, qui ramenait un smilodon, qui est un tigre avec des grandes dents, lorsqu'il ramenait son smilodon, eh bien, les autres chasseurs de notre tribu préféraient simplement rentrer en guerre contre eux autres pour aller leur ramasser leur viande. Lorsque l'humain apprend à se servir de sa tête pour contrôler ses 4 membres, il est capable de dominer les autres. Donc, l'intelligence de l'astral commence à faire en sorte de le différencier de l'animal humain. Donc, il arrive à être un prédateur prédominant sur l'humain. Le phénomène des 5 a été assez rapidement symbolisé par l'étoile à 5 branches qui reste la tête de l'homme contrôlant ses 4 membres ou l'homme contrôlant les 4 éléments qui a été repris par l'alchimie par la suite. Tout ce qui a été militaire, dans l'Antiquité, toute forme de conquête était militaire, même les conquêtes théologiques étaient militaires, comme d'ailleurs Mahomet a convaincu les gens d'entrer dans l'islam. Ils avaient le choix entre devenir musulmans ou mourir, c'était par la guerre. Et depuis ce temps, tout ce qui est belligérant, guerrier, etc., tout ce qui est dominant dans la guerre a toujours été chapeauté par le phénomène des 5, le phénomène à 5 branches.
Et c'est pourquoi encore la structure pentagonale, la structure à 5 côtés, prédigère convenablement l'astral, ou si tu aimes mieux, c'est que c'est un moule de digestion qui digérerait n'importe quoi. Mais dans la mémoire astrale, les mémoires de guerre, les mémoires de soldats sont plus facilement digestibles par ce moule-là, ce qui fait qu'en t'en servant comme monde de forme, tu peux avoir une plus grande facilité à avoir des ressources militaires. L'octogone, qui est le symbole de l'infini en mathématiques, qui est le 8 penché, est le symbole aussi des deux cercles l'un sur l'autre. C'est la perfection de la matière sur elle-même. Ça amène l'individu à mieux fonctionner du point de vue matériel, donc ça permet la réincarnation plus facile de certaines choses au niveau du phénomène de la matière. Donc on devrait, il y a plusieurs choses qui pourraient être appliquées dans le point de vue de la matière. Un organisme convenable aurait une salle octagonale, un bureau octagonal, et il ne pourrait pas être plus que 8 pour faire des réunions d'affaires. Et nécessairement, il serait un succès suffisamment assuré. Ça faciliterait énormément les choses. Puis on a des compagnies qui fonctionnent comme ça. Ils savent peut-être pas ce qu'ils font, puis ils savent que ça va mieux. Où est situé le monastère dont tu as fait mention? Il est dans les Basses-Laurentides, il est quelque part au Québec, et je ne le dis pas parce que je ne tiens pas à tout démolir. Une chose certaine, c'est que si les humains sont capables de réunir 2 millions de dollars, ils vont faire attention, c'est faux, 400 000 dollars, et puis après ça, le reste peut se payer avec l'achat même de la place, parce qu'il y a une petite partie qui peut être revendue. On peut donc facilement, en dedans de quelques années, payer le 1 600 000 qui peut manquer. Et à travers la structure même de la terre là-bas de la place, parce qu'il y a immensément de forêts, plus le monastère qui est déjà là au complet, qui est immense, avec des gymnases, avec des chambres, avec tout ce que tu voudras. Il y a facilité aussi d'organiser des choses pour l'extérieur, ce qui fait que des individus qui décideraient d'investir, Investhouse est en train de tourner autour pour l'instant, mais il va falloir qu'il se passe, qu'il y ait d'autres actionnaires ou qu'il y ait à un moment donné quelque chose au niveau financier, parce que c'est le gros problème, c'est que le gouvernement a acquis ça, puis le gouvernement a investi 1 million pour rénover, puis il l'a vendu 350 000 pour s'en débarrasser. La compagnie qui l'a acheté le vend 1 800 000 présentement. Puis ça vaut encore beaucoup plus que ça. Juste l'estimé du monastère est près de 2 millions, puis la terre n'est même pas comprise. C'est une terre qui n'a pas été bûchée, qui est là depuis longtemps, qui est immense, immense, immense. On parle de, en tout cas, très, très, très grand, par très, 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 très grand. Et là, si Vestas pourrait l'acquérir, il serait le 3e acquéreur. Avant, c'était des sœurs qui avaient ça. Et c'est absolument parfait. Bien évidemment, ça intéresse la personne, mais je ne vais pas trop en donner. Il suffit simplement qu'on ait ramassé de la finance quelque part, et puis il y aura moyen de faire un coup fumant. Est-ce qu'on peut occultement manipuler les propriétaires? Oui, sauf que c'est toujours dangereux karmiquement. D'ailleurs, occultement, pourquoi j'en parle pas trop, c'est pour pas que les propriétaires décident de mettre ça à 2 500 000, sachant que, il me semble que ça va se vendre à un moment donné. Okay? Si on en parle, nous autres, c'est ça qui va arriver. C'est pourquoi la chose qu'il faut faire simplement, c'est qu'il faut que les gens enlignent leurs énergies. Ça ne veut pas dire qu'on déménage là nécessairement, mais c'est évident que quand tu as une place pour faire plus de choses, c'est plus facile de faire plus de choses. Alors, c'est des choses qui existent, c'est tout à fait matériel, puis les aubaines, il y en a tout le temps. Si c'est pas ça, ce serait d'autres choses, mais c'est là. C'est absolument parfait. C'est parfait. Est-ce que les sciences dites ésotériques, occultes, telles les méthodes astrologiques, numérologiques, les tarots, peuvent servir d'outils, de moyens permettant de connaître et comprendre et utiliser la mécanique astrale et leurs cycles qui nous manipulent et ainsi devenir manipulateurs de cette mécanique? De la même façon que celui qui étudie la mécanique d'une automobile peut régler rapidement les problèmes et modifier la mécanique de cette voiture. Ces techniques ésotériques peuvent-elles être utiles dans ce sens? Oui. Si, à un moment donné, on veut savoir, prenons l'exemple qu'on est tous conscientisés et on a besoin de savoir si on devrait faire telle ou telle action. Alors, il faut aller voir une voyante ou une cartomancienne. Mais nous, on ne peut pas le faire. Parce que si nous, on se met à tirer aux cartes, étant donné que ce sont des mécaniques astrales, mais que l'astral libère cette connaissance-là dans la conscience de certains humains, toute cette mécanique va être faussée par l'astral elle-même. Alors, si moi, je tire aux cartes, je n'aurai pas le même résultat que si tu me réchauffes assez pour que je te parle. Si quelqu'un qui conscientise veut tirer aux cartes, les cartes vont le tromper, puis de plus en plus souvent. L'astral, maintenant, te joue. Si par contre, on va voir un cartomancien, l'astral n'a pas encore les connexions pour la tromper, parce que l'astral n'a jamais pensé que c'était utile de la tromper, cette personne-là. Alors, on va l'avoir une fois. Et puis, on se tire à boule de cristal, des marques de thé, ou dans le crachat, comme on voudra. Bon, ça dépend à quoi aller. Et puis, une fois qu'elle a tout lu ce qu'on avait besoin, bien, on s'en va. On ne va pas la revoir une autre fois, parce que l'astral va s'occuper d'elle. Mais, c'est ça. Une personne qui est allée voir ce genre de personne, mais avant de se conscientiser. On lui avait peut-être pas dit qu'elle se conscientisait, mais on lui avait prédit certaines choses intéressantes. Là, mais est-ce que ça peut changer?
Ah ben, ça va de soi qu'une fois que tu commences à te conscientiser, tout ce qu'on t'a prédit peut ne pas arriver. Parce que quand l'intelligence commence à s'en mêler, ce n'est pas prévisible par l'astral. Moi, je vais avoir une tireuse de cartes, elle va m'expliquer tout ce qui peut arriver à mon ego. Ah, M. Kem, vous allez tomber en amour prochainement. Vous allez faire ceci, faire cela, faire cela. Ça m'arrivera jamais, mais elle ne peut pas le savoir. Elle, ce qu'elle attire, c'est attire ce que normalement devrait arriver à quelqu'un qui a un ego, comme ce qui me reste moi. Et les rares fois que j'ai été pour m'amuser, on n'a rien su tirer, mais c'est comme ça. Mais c'est ça. Alors, lorsque l'humain se conscientise, c'est de plus en plus dangereux. L'astral peut aussi arriver. Mettons que tu viens me tirer aux cartes, moi je suis un voyant. L'astral peut s'arranger pour que je te dise tout ce qu'il faudrait que tu fasses pour cesser d'évoluer. C'est-à-dire qu'on va te dire, ah, il va arriver ça, ci, ça. On essaie de te donner des informations pour que par la suite l'astral puisse mieux te manipuler pour arriver à faire en sorte que tu sois récupéré. Donc, on ne doit pas faire ce genre de choses. On doit faire attention, énormément faire attention. On va se faire tirer par quelqu'un d'autre pour un projet, puis on vérifie. Mais qu'est-ce que Daniel Kemp suggère pour manipuler les mécaniques de l'astral? Ben, j'en ai parlé au dernier séminaire d'Investor, j'en parle régulièrement aussi. Il y a de plus en plus de choses. La seule chose qu'il y a, c'est que la première chose que je ne suggère pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. C'est des individus qui décident de mettre 100% de leur énergie dans ça. Simple. On a fait un exercice à un moment donné qui était pour décoder les chiffres qui devraient sortir au 649. Et cet exercice, c'est le groupe des chefs qui le faisait. Et à travers tous les chiffres qui ont été pressentis, on en a sorti 5, je crois, sur les 6 qui devaient sortir. Et par la suite, on a écrit les chiffres sur un bon de tirage. Et après avoir écrit les chiffres sur le bon de tirage, il a fallu qu'on s'en remêle quand on les écrivait. Et là, on a faussé un peu ce qu'on faisait. Donc, il y a eu 3 sur 6 qui ont été sortis, alors que dans le préliminaire, on en avait sorti 4 ou 5 sur les 6 qui devaient sortir. Ça aurait été extrêmement facile. Il aurait fallu qu'on prenne ces chiffres-là, puis qu'on fasse des combinaisons, une dizaine de combinaisons, pour remporter un minimum de prix relativement intéressant. Et ça, c'était un exercice. Avec du monde qui comprenait l'affaire, mais du monde qui était capable de pas trop sécréter sur l'affaire, mais qui n'avait pas l'habitude. Du monde pas expérimenté. Le recommencer 4, 5, 6 fois, c'est facile d'aller chercher de l'argent. La seule affaire qu'il y a, c'est que, où moi je m'arrête, c'est que si on va chercher de l'argent, la majorité de la motivation qui fait que les gens sont là tombe. Donc, il faut que les gens restent pauvres. Comme je disais souvent au niveau des séminaires, au niveau des cours que je donnais, la majorité des gens, là, si vous seriez millionnaire aujourd'hui, vous ne seriez pas ici. Donc, être riche, c'est vous faire récupérer. Si on va chercher de la finance, c'est pas pour décider de passer la moitié des années sur la Côte d'Azur, à plus rien faire. À cesser d'évoluer parce que l'humain va devenir immédiatement malade, l'intelligence va l'aplatir complètement, elle va passer dessus. Alors, ça sert à rien de gagner de l'argent pour la perdre 2 semaines après ou simplement pour se perdre totalement. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'individu décide de tout faire pour qu'on s'en aille là. On s'en aille où? Ça, c'est extrêmement nébuleux. Mais ça, c'est pas grave, c'est très facile à atterrir. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que les individus décident qu'on veut atterrir quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais une chose certaine, c'est qu'il faut qu'on s'améliore. Comme après la conférence, il y a une pratique d'écœurement. Bon. C'est cette pratique d'écœurement-là qui peut former l'individu à un moment donné à avoir toute la structure de programmation interne pour que l'astral, si elle le manipule, ne puisse faire autrement que de le manipuler à s'en aller là où il doit aller. Tandis que présentement, on est souvent manipulé à ne pas savoir où on doit aller ou carrément aller là où on ne doit pas aller. J'ai dit que celui qui se conscientise, normalement, perd son emploi, devient pauvre, risque de perdre ses amis, il va avoir des crises, des doutes, il va avoir, etc. Tout ça, on peut éliminer ça s'il y a une structure qui est établie. Cette structure-là doit être établie par des individus qui sont inflexibles. Et présentement, on a encore trop d'astralité à travers l'humain. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables, qui sont possibles. Il y en aura même de plus en plus, jusqu'à temps qu'il y en ait de moins en moins. Alors, qu'est-ce que je suggère? C'est que les individus s'entraînent, décident de mettre du temps, de l'énergie pour faire différentes choses. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de pousser. Qu'est-ce que c'est pousser? C'est de venir cogner à une porte. Moi, je suis un immense... je suis un bonhomme dur d'oreille. Tiens, je suis pas un immense porc, je suis très dur d'oreille. Parce que, après une conférence, plein de gens viennent cogner à la porte. Mais moi, je n'ouvre pas, j'entends rien. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un paquet de personnes qui finissent par cette année.
Parce que là, ils se refroidissent, ils s'en vont cogner chez eux. Ils vont cogner des clous. Et puis, il y en a 2, 3 peut-être qui continuent à cogner. Puis finalement, ben là, je me lève bien lentement. Puis là, magnifiant, ayant des marches flottantes très lentes, je me dirige vers la porte. Et puis là, 2, 3 semaines après, j'arrive à la porte. Et puis là, j'ouvre la porte, puis il en reste 5 ans. Et puis je lui dis, ben viens, à 2, on pourrait parler, mais on peut pas rien faire. On peut parler. La personne elle va dire, ah ben oui, mais tu avais dit qu'il me semblait que... Oui, j'ai dit que, effectivement, s'il y a X personnes qui se pointent, il n'y a aucun problème. Mais là, il y a une toi. Et là, toutes les autres, pour que leurs égos puissent supporter le fait que j'ai ouvert, doivent se donner une raison. La raison qu'ils vont se donner, ah, as-tu vu, il ouvre juste au têteux. Ah, as-tu vu, juste à ses chums. Ah, as-tu vu, c'est un disciple, celui qui le suit. Parce que nous autres, on n'a pas de disciple, nous autres, on cogne, tac, 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 moi, c'est poussé tout de suite. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu te ramasses avec des individus qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. La synergie commence à prendre corps. Si on regarde, je parle souvent d'Investas, mais Investas, c'est quoi Investas? C'est une compagnie qui est l'aboutissement normal des séminaires, qui est l'aboutissement normal d'une mécanique de conscientisation où on implique maintenant dans notre évolution notre travail, la matière, la finance, la gestion de la finance, donc la gestion des plans astraux, la libération de la matière par le fait qu'on a de l'argent. Donc, on s'arrange pour avoir du temps en plus d'avoir de l'argent, parce que ça ne sert à rien d'avoir du temps sans argent. Investas, c'est aussi l'obligation de se conscientiser tout en travaillant. C'est la possibilité, justement, de se payer un monastère, de se payer un voyage quelque part, parce que c'est utile que des gens aillent faire un voyage quelque part. Ce sont des possibilités. Présentement, ça marche très petit, Investas. On a des bénéfices, mais on a à peine en 4 mois, chez 15, 20, 45 000 $ de bénéfices. À peine. Bon, sur un actif de 250 000 $ de départ. C'est mieux que bien des choses, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on double à chaque trimestre la totalité des finances. Il y a des objectifs qui sont en ligne pour ça, mais à un moment donné, c'est qu'il faut juste un peu plus d'argent pour que la fusée monte mieux. La fusée, elle part comme ça, puis tu en mets un peu plus, puis c'est juste assez pour que, bon, alors il faut encore un peu de finances. Donc encore quelques actionnaires. Pourquoi? Parce qu'il faut des humains, puis évidemment un peu de matière, mais il faut aussi des humains. Il faut les deux. Ça fait partie de la structure qui est évidente après. C'est logique, c'est simple, c'est correct. Alors, qu'est-ce que je suggère? Je suggère simplement que l'humain finisse par de plus en plus s'impliquer. Ceux qui sont impliqués dans Investas, c'est des gens qui sont un peu plus impliqués. Ceux qui s'impliquent de plus en plus, c'est des gens qui, à un moment donné, vont finir par avoir un peu plus. Et l'affaire qu'il y a, c'est toujours comme le peuple juif. Il y en a un qui veut sortir du camp de concentration, on le tue. Une semaine après, il y en a un autre qui veut sortir, on le tue. Puis après 2 ans, on en a tué 3000. Mais s'il aurait voulu sortir tout en même temps, 3000, les 500 soldats allemands n'auraient pas pu les ramasser. C'est toujours ça qui est le problème. C'est pour ça que moi, je suis très lent, très lent. C'est qu'il y a une quantité minimum, il y a un point X où, là, ça se déclenche. Donc, il faut qu'on atteigne ce point, cette quantité, soit d'argent, soit d'humain. Parce que sinon, ça va juste être une perte. Il y en a une quantité X et une quantité finance Y, et les deux doivent être atteints pour que quelque chose se passe. Si on se met à trop pousser avant, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est qu'on est dans le camp de concentration juif, et on fait de la propagande lentement. Il faudrait qu'on s'en sorte. Bon, puis il y en a qui dit, ah, OK, bon, ben, telle date, si on sort, soit avec nous autres, ah oui, parfait. Mais n'oublie pas, si on n'est pas assez, la date, on la recule. Bon, quand on arrive à la date, il en manque 5. Fait qu'on la recule, on en perd 25. Parce qu'il y en a 25, il me semblait que c'est... Bon, on en perd 25. Ils ne comprennent pas la mécanique. Fait que là, maintenant, on est à 30 avant d'arriver à s'en sortir. Fait que là, on continue à faire notre propagande. Puis ceux qui sont partis, ils font la leur pour aller chercher du monde de notre bord. Bon. Et puis ça complique les choses, mais de plus en plus, il y a des humains qui s'additionnent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement décider que l'évolution, c'est pas un passe-temps. C'est très simple. Après ça, ben, réunissez-vous, réunissez-nous. Et puis après ça, on parle. J'explique, je l'explique souvent, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? C'est amener les problèmes. Bon. On met les problèmes sur la table. Pas qu'est-ce qu'on veut faire. On ne sait pas ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut plus faire. Pas pareil. Alors, on amène sur la table tout ce qu'on veut plus. Puis une fois qu'on a tout mis là au complet, on ne se suicide pas. Parce que réchauffer, on peut en mettre des affaires. Une fois qu'on l'a mis, là, on commence par un truc. Puis là, maintenant, on travaille pour le solutionner. Et puis, on ne lâche pas tant qu'il n'est pas solutionné. Un paquet de grandes gueules comme vous autres, ça va solutionner le problème. On a toutes les informations qu'il faut. Ce qui manque, c'est du réchauffement. Bon, pas que la gang réunie en même temps, là. Non, les gens travaillent pour des solutions. Là, tu amènes ta solution après, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on fait tout pour la démolir, ta solution. On doit l'acheter à terre.
Puis quand elle est toute démolie en 1000 miettes, bien là, l'individu s'en va pas en se disant « Ah, c'est une gang de négativistes. » Non, non. Là, on s'en va, puis maintenant, on doit trouver une autre solution. Puis quand, à un moment donné, votre solution va tenir debout devant l'affrontement de toute la gang au complet, c'est peut-être pas la solution. Mais on a des petites chances qu'elle soit applicable. Alors, pas négatif, mais on veut pas travailler pour rien, on est des paresseux. On préfère travailler avec notre grande gueule avant de travailler avec notre argent. À cause de ces gangs-là, fait qu'autant travailler tout seul sur notre bord. Là, ça crée les groupes MTS. C'est-à-dire que là, ça crée les individualisations qui commencent à se faire au sein d'un phénomène qui pourrait fonctionner convenablement. Puis là, il perd le pouce, perd le doigt, perd l'autre doigt. Bon. C'est pour ça que ça prend du temps à cause du facteur humain. S'il n'y aurait pas le facteur humain dans l'humain, il n'y aurait aucun problème. Maintenant, on continue. Alors, à un moment donné, il va y avoir 2 solutions de trouver, 3 solutions de trouver. Il en faut 5. Il manque ceux-là. Mais tous les individus qui sont disponibles, ils soutiennent ces 3 solutions-là. Ils ne peuvent pas travailler pour ceux-là. Sinon, ben, on se divise, puis lentement, elle tombe, etc. Alors maintenant, on attend que d'autres gens se rajustent. Puis à un moment donné, quand il y aura toutes les 5 solutions de trouver, ben, il n'y aura rien qu'à passer à l'application, c'est ce qui est plus facile. Et l'humain est toujours trop pressé. L'humain, il ne veut pas entendre des belles paroles. Mais ce n'est pas des belles paroles. Pour bâtir un automobile, il faut un ingénieur qui va faire une carrosserie qui va vendre. Quand l'ingénieur, il dit « Ça y est, j'ai tout trouvé. Quand est-ce qu'on commence à la produire? » Minute. Maintenant, il faut mettre un moteur qui va aller avec l'onde de forme de ta carrosserie, qui va rentrer dans le compartiment moteur que tu as mis, puis qui va avoir, permettre des choses. Il faut mettre un climatiseur, il faut de la place, il faut une puissance de moteur, il faut, pour que la personne que ta carrosserie vise, ait tout le reste. Bon, ben là, le gars, il a, c'est une des belles paroles, je travaille une carrosserie pour rien. Non, mais là, on la met là. La journée qu'on va commencer à devoir la mettre en production, il faut que tu viennes pour nous corriger les moules, etc. Fait que sac pas ton camp pour aller voir Volkswagen. Ta carrosserie, ils ne pourront jamais la faire. Tu vas en faire une moins bonne, puis tu vas dire, eux autres, c'était pas des grands parleurs, je n'aurais fait une qui était moins belle, puis ils l'ont mis sur le marché tout de suite. Oui, mais tu fabriques des coccinelles. Bon, attends. Et puis après ça, quand le moteur sera trouvé, on verra comment les banquettes on les fait, la finition extérieure, l'esthétisme du tableau de bord. C'est pas juste d'annoncer à quelle vitesse tu roules, c'est de savoir comment on doit l'annoncer au client qui va l'acheter. C'est un tableau digital, c'est des aiguilles oranges, c'est quoi? Quand tout ça au complet est fait, ben là, on regarde pour le système de traitement, les amortisseurs, les ceci, les cela, système de sécurité. Et puis après ça, feu. Puis on va faire l'automobile qui est une des plus parfaites. Le client, et pour elle, tout est parfait. Sauf que s'il y en a un qui est trop pressé, ben il y en a un qui fait des moteurs pour Lamborghini, qui vend des chars extrêmement laids. Il y en a un qui fait des carrosseries extrêmement superbes pour des automobiles qui rouillent tout de suite parce que le métal n'est pas bon. Puis il y en a un autre qui fait des banquettes super bien finies pour un char que tu dois sortir souvent pour pousser. Bon. Et puis ça fait des choses comme ça. Es-tu l'ingénieur qui connaît la solution et qui attend de se la faire confirmer? Moi, je suis un gars extrêmement paresseux, ce qui fait que je ne me suis même pas demandé si je connaissais la solution. Quand c'est le temps d'avoir la solution, on va l'avoir. Puis tant que c'est pas le temps, ben je l'ai pas. Mais c'est plus simple. C'est moins frustrant. Est-ce que tu sais vers quoi tu te diriges? Je sais vers quoi toute l'humanité se dirige. Vers quoi? Eh bon, je vais prendre une gorgée d'eau. Bon. Je suis réchauffé, hein? Elle est pas bonne. Qu'est-ce qu'elle goûte, non? Elle goûte l'eau. Elle goûte le métal, la mienne. Berk. Bon. C'est quoi la question? Vers quoi? Vers quoi l'humanité se dirige? Non, si ça rappelle, si ça rappelle pas, je ne réponds pas. L'humanité se dirige vers... Ben, ça va être compliqué. C'est pas grave. L'humanité se dirige vers la liberté. Voilà. Ensuite? Comment? Avant, tu veux dire? Comment? Ah, avant, c'est ça. Comment? Parce qu'ensuite, c'est déjà ça. Avant. Comment? C'est un monde fou. Totalement fou. Premièrement, il y aura la fièvre de la conscientisation va venir tripoter les neurones de la majorité de la planète. C'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Bon. La fièvre de la conscientisation, elle commence à réchauffer la planète, c'est-à-dire qu'elle va réveiller les vieilles traditions, les vieilles religions, les vieilles écoles. L'ordre rosicrucien va faire un petit hoquet vers le haut. La franc-maçonnerie va faire, elle, un pet complet. La majorité des religions du passé vont renaître.
évidemment, les religions satanéennes. Il y aura recrudescence d'écoles ésotériques. C'est déjà commencé. Quand je parle il y aura, je me donne sur une cinquantaine d'années, donc on a déjà 20 à 30 années dedans. Et il y aura l'implantation d'une certitude théologique dans la conscience des humains de la planète. Cet implant de certitude théologique va faire en sorte que la majorité des croyants vont perdre leur croyance et ils vont transformer cette croyance-là en une certitude. Cette certitude, dans 99,8, 2, 4, 3, 7, 6, 2, 1% des cas, va être supportée par l'astral. Donc, ce sera une certitude fausse. Mais cette certitude va faire en sorte que chaque clan, chaque religion, chaque école, etc., va se monter les uns contre les autres. Donc, on s'en va vers une immense dispersion des potentiels évolutifs de l'humain. Cette immense dispersion des potentiels évolutifs de l'humain va faire en sorte de noyer les quelques rares solutions authentiques qui vont permettre à l'humain d'atteindre la liberté, dont une est manipulée par l'astral. La béatitude astrale va permettre d'engendrer une structure évolutive libératrice de l'homme qui va projeter l'humain vers la conscience supramentale, alors que les autres structures sont toutes programmées et orchestrées par l'intelligence supramentale. Donc, il y aura 7 à 8, on va appeler ça écoles différentes, dont une est chapeautée par l'astral, par la haute évolution spirituelle astralisée, et les 7 autres les quelques autres vont être supportés par l'intelligence supramentale. Pourquoi cette dispersion du potentiel évolutif de l'homme va noyer ces quelques écoles? Simplement que chacune des écoles va... Non, pas chacune des écoles, mais chacune des écoles à caractère authentique vont vivre d'un doute harceleur qui provient de la dispersion des potentiels évolutifs de l'humain, c'est-à-dire de la grande diversité des chemins que l'humain va annoncer comme étant certains au niveau de la libération. Autrement dit, il y a des milliers d'écoles qui sont certains d'avoir totalement raison et qui sont dans l'astral et qui sont faux, c'est-à-dire ne se libèrent pas mais s'esclavagient. Et par rapport à ça, il y aura l'expérience des quelques écoles libres, une spirituelle et les autres mentales. Et ces écoles libres-là vont être capables de supporter un doute se disant « Oui, mais finalement, qui nous dit qu'on a raison? » Et que parce que nous sommes une école de plus à travers les milliers d'autres. Puis on dit que les autres ont toutes tort, puis on est une de plus, puis eux autres, ils disent toutes qu'on a tort. Fait que finalement, qui dit qu'on a raison? Ces écoles-là vont vivre ce doute-là, tandis que les autres écoles ne vivront pas ce doute-là. Autrement dit, on pourra prétendre que l'école où la majorité des humains sont capables de parler de ce doute, cette école-là est authentique. Les autres écoles où il n'y a que de la certitude, ces écoles-là sont fausses. C'est ce qui attend donc l'humain. Alors il y aura création de différentes factions de libération au niveau de l'astral. Et lentement, il y aura la descente, la terrestrification de méthodes de salut. Dans les écoles, les 99% des écoles qui seront dans cette certitude dangereuse, il y aura le rituel, il y aura le rythme, il y aura la tradition, il y aura la prière, il y aura différentes formes de prière, il y aura le sacerdoce, il y aura les hiérarchies, il y aura les lois particulières à ces religions-là, et il y aura donc toute une technique, une méthode pour permettre aux individus d'être assujettis dans l'idée qu'ils vont se libérer. Première chose que ces individus devront faire pour être libres, c'est de rendre libre la planète, c'est-à-dire de détruire toutes les autres écoles pour sauver les autres humains. Bon. Les quelques écoles du doute, les écoles authentiques, ne voudront pas rendre libres les autres humains, se détacheront en formant une autre race et peut-être voudront anéantir le reste des humains ou du moins anéantir ces animaux humains-là dans un territoire délimité pour garder la paix parce qu'ils savent que ceux-là sont prédateurs, c'est-à-dire que les autres vivent d'un communisme astral, pas d'un communiste astral, mais d'un socialiste astral où
ils ont raison, et parce qu'ils ont raison, ils ont le droit de détruire tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas raison. Un peu comme le mouvement raélien veut faire, comme le mouvement soviétique a fait, comme d'autres phénomènes, d'autres mouvements veulent le faire. Ces écoles ici qui sont élitiques, donc font partie de la nouvelle race, ne voudront pas détruire comme les mouvements que je viens de citer, mais peut-être devront développer des techniques pour se défendre contre l'agression de ceux-là. Donc, la technique militaire fait partie de l'évolution de ces écoles. La technique mutatoire fait partie de l'évolution de ces écoles. La technique du verbe fait partie de l'initiation de ces écoles. Et la technique de la finance fait partie de l'évolution de ces écoles, comme dans les autres aussi un peu. Et ces individus-là, ces écoles-là vont lentement avoir des caractéristiques très propres à elles, bien que fondamentalement, ce qui va les animer va être similaire, ce qui fait que ça va prendre énormément de temps avant que ces écoles puissent s'unir. Alors c'est ce qui va arriver. Ça, c'est ce qui va arriver avant la liberté. Présentement, ok, tu disais que c'était commencé. Ouais. Et puis, l'école du doute est aussi commencée. Ouais, mais l'école du doute, les écoles du doute sont totalement en arrière. Elles sont commencées. Ah, bah oui, ils sont commencés, c'est-à-dire que... Non, ils ne sont pas commencés. Parce qu'ils sont en voie de... C'est-à-dire que tout ce qu'il faut pour que ça commence est commencé. Quelle est la prochaine religion au Québec? En sera-t-elle une? La prochaine vraie religion, c'est une religion mentale. Je ne parle pas d'une secte. Sera-t-elle identifiée comme telle? Peut-être, il faudra nécessairement qu'elle soit identifiée. Elle sera identifiée comme telle, oui. Oui. Les prémices supramentales de la première religion mentale, c'est l'Église de Scientologie. Bon. Et ce sont des prémices. Ça ne veut pas dire que c'est l'Église de Scientologie qui va aboutir dans la religion mentale, et tout conscient de sa conscientisation, n'a pas besoin de religion. Mais la religion mentale, c'est ce qui va apparaître, et ce n'est pas nécessairement l'Église de Scientologie qui va la mettre sur pied, mais c'est la prochaine religion réelle. Elle s'assujettit un peu à l'intellectualisme qui quand même vénère le mental, mais ces choses ne sont que des prémices. Ce n'est pas encore la religion mentale, mais c'est la prochaine religion mentale qui va naître. Ouais. Elle sera religion étant donné qu'elle sera formation. Elle sera religion parce que ce sera une technique du mental pour permettre à l'homme de se relier à ce qu'il est, ou à Dieu, comme on voudra. Et cette religion permettra à l'homme de se libérer à la longue, sauf qu'il faut faire attention toujours. Bien souvent, la religion peut être correcte, mais les individus qui te l'enseignent, même si ce qu'ils t'enseignent te libèrent, voudront peut-être, eux, t'assujettir à eux. Parce que la puissance dans l'ego de l'homme se transforme en pouvoir. Alors, quand tu as fini avec moi, je t'envoie promener. Ou je te dis, ben maintenant, je monte un échelon, viens travailler avec moi. Mais je peux plus, t'en as en masse, t'en sais en masse. Peut-être je pourrais te structurer des pratiques, mais à un moment donné, l'humain en sait suffisamment. L'étape suivante, c'est qu'on travaille. C'est plus juste apprendre. On apprendra sur d'autres paliers après. Alors que la majorité des systèmes, on va t'inventer des façons de rester assujetti ad vitam aeternam. Du point de vue de l'extérieur, cette religion, ça serait identifié comme une religion avec des hiérarchies et une école de pensée, une philosophie. Oui, des églises, pas nécessairement des églises avec des clochers, là, mais on parle de temples. Où il y aura des rituels, où il y aura des pratiques à domicile, il y aura des choses du genre. C'est une religion. Ce sera l'école du doute. Non. Ce que je veux dire, l'école du doute, les gens qui en font partie, de leur point de vue, ça ne sera pas une religion, mais du point de vue de l'extérieur, ça sera vu comme tel. Ah ben oui, ça c'est évident. Est-ce que c'est ça ou est-ce que... Non, la religion mentale, c'est autre chose. La religion mentale, elle va chapeauter différents groupements dans ceux qui font fausse route. Elle va chapeauter le groupement qui fait bonne route, qui est supporté par le plan spirituel, et elle va chapeauter 2 ou 3 de ces écoles du doute. Et tu auras d'autres écoles du doute qui ne seront pas assujetties à une religion mentale, qui seront totalement libérées de ce phénomène, quoiqu'ils devront inventer une religion supramentale dans leur conscience pour permettre à l'ego de continuer à suivre la vitesse d'évolution de leur conscience. C'est-à-dire qu'on devra avoir une religion propre qui va permettre à notre ego de supporter notre évolution. C'est-à-dire que la religion permet à l'intelligence ou à Dieu de se relier à l'astral. Donc, on aura une religion personnelle dans ces... Moi, j'ai une religion personnelle, c'est-à-dire que mon ego a une religion personnelle qui lui permet de se relier à moi. Ce sera la même chose, mais collectivement. Non. C'est la même chose dans quelques-unes de ces écoles du doute, qui seront individuellement. Bon, je faudrait que je... Voilà. Il y a quelques écoles du doute que chaque individu aura sa propre religion astrale pour permettre au peu d'ego qui lui reste d'entrer en contact avec son mental supramental, donc une religion interne propre qu'on ne se parlera jamais. Il y a quelques écoles qui auront une religion mentale, dont l'école spirituelle, et cette religion mentale sera étendue à quelques écoles qui font fausse route, les écoles de certitude. Et dans les écoles de certitude et dans les quelques écoles du doute où il y aura la religion mentale, certaines feront fausse route, d'autres feront bonne route, ce sera une religion collective.
Et dans le reste d'écoles de certitude, il n'y aura pas de religion mentale. Ce sont les religions de certitude absolue, de foi aveugle, qui ont prédominé, qui ont prévalu à travers le temps, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a les écoles du doute, le salut les attend, et il y a les écoles de certitude qui vont, dans la majorité, se casser la gueule. Lesquelles feront partie? De laquelle feras-tu partie? Ah, ben, je suis pas pour dire des écoles de certitude, avec ce que je viens de dire là. Fait que je vais dire d'une école du doute. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sans de la valeur, là. Mais laquelle parmi ceux-là? C'est-à-dire, il va y avoir une qui va être collective. Ou plusieurs qui sont collectives dans celle du doute. Mais sera-t-elle chapeautée ou dirigée ou manipulée par quelqu'un qui ne sera pas dedans? Il y a, bon, plus loin, il y a évidemment cette guerre entre différentes écoles. Et plus tu contrôles de phénomènes, plus tu contrôles ton interne. Ce qui fait que nécessairement, il y aura une école du doute qui va s'arranger pour contrôler au maximum toutes les écoles du doute, puis une grande majorité des écoles de certitude. Quelle date? Le 4 mars. Il y a une année qui va avec la date. Ah, pas ça, on verra. Quelle est la place réelle de l'homme dans l'univers? C'est quoi la place réelle de l'homme dans l'univers? La même place qu'un atome, la même place qu'un soleil, la même place qu'une galaxie. Même place identique. Okay. Comment s'emparer du pouvoir de l'intelligence? C'est comme si du papier voulait s'emparer d'une boule de feu. C'est facile. Attrape la boule de feu. Tu vas brûler avec, là, mais c'est t'en accaparer. Parce que c'est l'ego qui pose la question, puis l'ego parle de pouvoir. Bon, ouais. Alors, non. Puis il y en a évidemment des filles coquins qui parlent de papier d'aluminium. Prenez une feuille d'aluminium, puis entourez ça sur un charbon ardent, vous allez voir à quelle vitesse ça fond. Que peut faire la volonté dans l'attrait pour l'intelligence? Quoi? Que peut faire la volonté dans l'attrait pour de l'intelligence, mais je veux dire, d'accord, je comprends. dans l'attrait de l'intelligence, pour attirer l'intelligence. Non, si tu comprends, je comprends. Bon. La volonté, c'est de la manipulation. Je dois, moi, implanter suffisamment de structures manipulatrices dans votre conscience astrale pour que toutes les mécaniques astrales qui vous manipulent à évoluer, à chialer, à crier ou à souffrir, soient obligées d'être exprimées en réaction d'évolution et de non-souffrance. Quand on a suffisamment implanté de manipulation dans l'ego, la volonté d'aller chercher l'intelligence devient facile. C'est qu'on doit comprendre quelque chose. Au PM, c'est plus, je disais, que vous devez vous permettre d'être manipulé. Ça fait frustrer des gens. Pourquoi? Parce que les gens sont manipulés à vouloir avoir un libre-arbitre. C'est un implant, ça, des archétypes. Il n'y a pas de libre-arbitre. S'il n'y a pas de libre-arbitre, on est manipulé. Maintenant, on peut être manipulé du bon côté ou du mauvais côté. Quand l'humain dit « Moi, je peux te manipuler du mauvais côté », parfait. Alors, on va donc implanter chez toi des structures qui vont t'obliger à être manipulé du bon côté. Et là, l'individu se dit « Ah! Oh, jamais de la vie! » Comme s'il disait qu'il y avait un libre-arbitre. T'as pas le choix. On place du bon ou on place du mauvais, mais il y a un trou vide qui attire de quoi? C'est une succion. Alors, si tu veux pas mettre du bon, c'est du mauvais qui va rentrer. Tu veux plus mettre du mauvais, laisse la place pour du bon. Si moi, tu es paresseux, je vais faire une chirurgie astrale et je vais mettre des implants. Donc, je vais placer des leviers qui vont te manipuler à ne plus être paresseux. On appelle ça de l'instruction, de la formation, de l'éducation, ce que tu voudras. C'est ce que je vais faire. Puis si je suis le chirurgien, je vais le faire, je vais donc te manipuler à plus être paresseux. Si ça te frustre ton ego coton, ben tu vas rester paresseux en pouvant dire, en tout cas, Kemp, il m'a pas eu. Non, toute l'astral continue de te manipuler. Et là, tu vas devoir toi-même placer les leviers que j'aurais pu mettre, et il va falloir que tu fasses des efforts pour ne pas être paresseux, que tu travailles pour te lever le matin, que tu t'obliges à rentrer travailler, que tu te dises, ah ben merde, je prends pas ma pause tout de suite, je suis rendu mon propre patron, faut que je travaille. Il va falloir que tu souffres, mon ami, juste pour pouvoir dire, ben c'est pas Kem qui mes amis. Puis un jour, tu auras les mêmes implants, identiques, 6 ans après, ou 6 mois après, avec beaucoup de transpiration, et je pourrais te dire, voilà, tu es exactement comme tu aurais été 2 heures après notre discussion si on l'aurait eu. Fait que maintenant que tu es prêt, travaillons. Pourquoi? Parce que quand l'astral descend pour te dire dors, ça se transforme avec les leviers que tu viens de mettre, puis ça dit, lève-toi.
Bon, alors l'astral va devoir tout transformer sa communication envers toi pour arriver à faire en sorte que ça redise dehors. Mais avant qu'elle le fasse, ta mutation est tellement rapide que l'astral ne pourra jamais te suivre. La vitesse du mental et du plan supramental est trop rapide par rapport à l'ego et à l'astral. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est très, très, très simple. On parle de volonté. La volonté, l'humain, il l'a ou il l'a pas. C'est-à-dire qu'il a la volonté qu'il a. Mais si on place des implants dans la conscience d'un individu pour que nécessairement toute manipulation le motive. Je donne un exemple. Moi, quand deux individus s'engueulent, les implants que j'ai chez moi font en sorte que moi, ça me pacifie. Plus il y a d'individus qui prennent panique, plus je suis calme et serein pour passer à l'action. Alors, on est pris dans un ascenseur. Tout le monde se calme. Moi, je peux dire, ouais, mais j'espère qu'on passe par journée de même. Bon, là, quelqu'un dit, ouais, parce que moi, je suis claustrophobe. Immédiatement, moi, ça me dérange plus de passer la journée de même. Là, je vais dire à l'individu, non, mais ça, là, claustrophobe, là, il y a en masse de place. Plus ça va paniquer autour de moi, au lieu de me collectiviser, mes implants vont faire que je vais me supramentaliser. C'est mes implants. Bien, chaque individu doit comprendre, vous devez comprendre que bien que vous avez de la conscience, tout ce qui est exprimé dans le contexte planétaire est une manipulation. Donc, on doit se forger. Les techniques, la pratique, la méthode, la chirurgie astrale, on doit transformer les implants pour être plus facilement manipulables à s'en sortir. Ce que j'appelle aussi des mémoires d'intervention. À un moment donné, toi, tu es policier. C'est comme ça, mais en tout cas. Bon, tu es policier. Et à un moment donné, quelqu'un rentre chez vous très rapidement et il entre avec une arme blanche, avec un couteau. Si tu ne te rappelles pas que tu es policier, tu risques d'avoir des problèmes. Mais à l'instant où ton ego s'autorise à être policier, toute la situation maintenant ne peut plus te manipuler comme le commun des mortels. Toute cette mémoire d'intervention vient prendre la place des implants du collectivisme habituel et immédiatement, ça vient placer. Alors, le gars dit, je veux vous voler. Clic, 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 clic sur les implants policiers. Immédiatement, tu sauras quoi attraper, tu sauras comment agir, tu sauras comment parler, tu sauras quel nom de forme adopter, mais le gars va avoir bien plus de problèmes que s'il rentrerait chez n'importe qui d'autre. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, la mémoire d'intervention vient t'obliger à être manipulé pour faire une intervention efficace dans le plan de la matière. Là, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est plate, c'est une programmation. Ben, mieux vaut être vivant, programmé, que d'être mort, libre. Bon. L'individu qui, lui, va dire, moi, je me suis pas servi de ma programmation de policier, qu'on appelle l'entraînement de limier. Non, mais lui, il peut paniquer, il va crier, il ne saura pas quoi faire, lui, il aura de gros problèmes. Alors, c'est beaucoup plus facile de te mettre immédiatement dans ta conscience de policier, puis d'agir. Ce sont des mémoires d'intervention. Et c'est ça qu'on doit développer. Un individu qui se conscientise doit développer une mémoire de guerrier, une mémoire de pacifiste, une mémoire d'écologiste, une mémoire de différentes choses. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une manipulation événementielle qui ne regarde pas l'intelligence, qui ne regarde que l'astral, mais il faut que tu sois manipulable de façon à digérer l'événement pour l'intelligence. Oui, mais s'il est intelligent, comment ça se fait qu'il n'était pas réchauffé? Donc, les structures qui pouvaient lire l'événement étaient des structures astrales. Si on avait piégé la conscience astrale de l'individu en plaçant des implants de mémoire d'intervention X, Y, Z, bien immédiatement, il devient super efficace. Chaque événement de la vie te pousse à te supramentaliser, à t'énergifier, donc à muter. Et c'est ça qu'on doit faire. Les conférences que je donne sont des petites parties comme ça, des techniques PMC, c'est exactement cela. Et l'individu doit, astralement, comme mentalement, finir par accepter qu'effectivement, il doit se reprogrammer, il doit être reprogrammé. La reprogrammation implique la manipulation. Quand tout notre ego est programmé pour libérer notre conscience, nous approchons de la liberté. Mais tant que l'ego est programmé pour nuire à la conscience, ça ne sert à rien. Si moi je t'hypnotise suffisamment et je fais une chirurgie astrale, par la suite, je te réveille et par la suite, tu t'en vas chez vous. Et quand il arrive un accident automobile, immédiatement l'événement découvre chez toi des choses que tu perçois comme jamais tu avais perçu. Ah oui, c'est moi qui a créé cette manipulation-là. Sauf que je ne peux pas toucher ta conscience. La manipulation que j'ai faite n'est pas une manipulation de récupération qui va faire en sorte que quand il arrive un événement, « Ah, tabarnouche, ça va mal! » Tu te récupères. Là, ça va être, immédiatement qu'il arrive un événement, immédiatement, c'est lucidité. Et là, tu vas dire, bon, tiens, une leçon. Bon, je n'ai pas besoin de crier, de toute façon, dans 6 mois, je vais l'avoir oublié. Comment ça se fait que maintenant ton ego réagit comme ça? Parce qu'on l'a manipulé. C'est une manipulation. L'événement engendre une manipulation qui fait que, ah, enfin sa vie. L'autre va dire, ah, ah. Bon, il criera comme il voudra. Toi, ce qui arrive chez toi,
c'est que présentement, ce que tu vis, tous les événements, par ton astral, obligent la descente de l'intelligence. C'est l'éducation qu'on devrait faire à nos jeunes, c'est l'école qui devrait exister chez nos jeunes et qu'on devrait aussi faire chez l'adulte. C'est-à-dire simuler des événements, Oui. puis les faire faillir. Exactement comme si tu interdis à un jeune de voler, pas parce que le vol est pas beau, c'est que tu lui interdis pas de voler, tu lui dis qu'il ne se fasse jamais attraper. Puis qu'est-ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il apprenne à devenir invisible quand il vole. Ça, c'est la leçon. Alors, mais évidemment, à chaque fois que tu vas le pincer, tu le félicites pas, tu donnes une volée. Mais la volée doit lui enseigner, non pas à ne pas voler, la volée doit lui enseigner à que la prochaine fois, ça se peut passer, il peut le pincer. Donc, cela va faire en sorte que, lentement, on manipule son ego à autoriser une libération de l'intelligence. Quelqu'un arrive, immédiatement, le cœur cesse de battre au même rythme, la respiration s'atténue, il ne sécrète pas d'hormones de peur, des phéromones, il se calme, il ne pense plus, donc télépathiquement, il devient visible. Le cerveau de l'autre, même s'il le voit, ne l'enregistrant pas mémoriellement, il ne pourra pas se rappeler qu'il l'a vu, donc il ne le voit pas. Les punitions que tu lui as faites, c'était pour l'obliger à améliorer sa technique de vol. Alors que bien souvent, la punition qu'on inflige est une inhibition pour qu'il ne vole plus. C'est pas ça l'éducation. Tant qu'il vole, moi ça me dérange pas quand qu'il fasse n'importe quelle connerie. Si personne ne sait jamais, il en fait pas. Bon. En autant qu'il ne vole pas, hein. Non, s'il me vole, moi, il m'instruit de comment m'arranger pour détecter ces choses, on évolue. Sauf que c'est ça qu'il y a, c'est que la majorité de l'éducation est faite pour qu'on n'évolue pas. C'est-à-dire que je veux pas que tu viennes me voler parce que je suis trop cave de m'en rendre compte quand tu viens me voler. Mais c'est pas ça du tout qu'on doit faire. Viens me voler, puis moi, tout faire. Bon, quand on fait des jeux de guerre, à un moment donné, c'est la même chose. Moi, je vais tout faire pour que l'ennemi vienne pas m'arroser d'eau. Mais lui, son rôle est de tout faire pour que, malgré ce que j'ai fait, il puisse m'arroser d'eau. Là, il va me frustrer, puis moi, je vais m'organiser pour développer de nouvelles techniques pour qu'il puisse plus m'arroser d'eau. Puis lui devra développer de nouvelles techniques pour m'arroser d'eau. Et là, c'est du raffinement en raffinement, et c'est l'évolution. Alors, évidemment, quand on parle d'éducation, d'évolution, qu'on parle de n'importe quel genre d'école, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter la manipulation. Alors, c'est évident que lorsque l'individu décide de foncer à pleine vapeur, ça veut dire que du jour au lendemain, on doit observer ceci ou cela. On doit dire, tel objectif, est-ce que ça nous intéresse de l'avoir? Si on dit oui, parfait. Maintenant, faisons une technique pour pouvoir placer ça dans notre ego. Comment on l'implante? Par la pratique. La pratique, c'est la reformulation d'une technique qui finit par engendrer une mémoire de la technique, qui finit par créer une habitude de la technique, donc c'est maintenant un implant. Alors, maintenant qu'on a déterminé le but, on établit une technique, puis si la technique, on considère qu'effectivement, elle peut nous amener là, mais l'humain la considère en disant « Ouais, mais c'est compliqué ta technique », c'est même qu'elle considère. Ou encore « Ouais, ben, ce sera pas facile ». Au lieu de considérer que oui, ça a de l'allure, ça prendra le temps que ça prendra. L'idée, c'est qu'on veut le faire, faisons-le, c'est simple. Commençons pas à baver devant. Et lorsque la technique, on l'a décidé, on place ça dans les mains d'un formateur, un implantateur de technique, un professeur. Et là, cette personne-là, homme ou femme, va maintenant structurer un cours, et là, on vient dans son cours, puis elle va nous former. En chirurgie. C'est lui. C'est un implantateur de technique. Et là, elle va nous former. Et nous formant, nous, on a juste à se former puis à accepter son hétérodiscipline. Elle nous dit, fais ceci, fais cela, on fait ceci, fais cela. On dit pas, oui, mais là, je suis fatigué. Je m'en fous de ta fatigue, fais-le. Correct, on le fait. On sait où on va, donc on peut accepter la manipulation d'autrui. L'hétérodisciplinaire. Et on se construit, puis tellement rapidement. Tout ce qu'on a de la difficulté à faire, remettons-le des mains d'un autre. D'un autre qu'on a choisi et qu'on a formé pour nous former. Évidemment.